à quoi servent les réseaux pédocriminels? Parce qu'en fait, on en parle de plus en plus, mais je me suis posé une drôle de question que peut-être peu de personnes se posent. C'est mais c'est quoi l'utilité d'un réseau pédocriminel? Et en fait, ce ne sera même pas ironique, tu vois. Donc, je vais vraiment vous expliquer à quoi servent les réseaux pédocriminels. Et en fait, cette question m'est venue du télescopage de plusieurs lectures que j'ai faites dernièrement. Donc, il y a évidemment le livre Psychopathologie de la pédophilie de mon amie Ariane Bioran et Amandine Lafargue. Puis, je suis en train de me farcir. Vous voyez le volume, c'est 750 pages et c'est écrit tout petit, voilà. Et c'est un bouquin qui s'appelle MK, abus rituel et contrôle mental, outils de domination de la religion sans nom. Je vous assure qu'il faut être bien accroché et je ne le recommande pas aux âmes sensibles parce que effectivement, ça vous décrit toute une série de choses autour. Je vais vous en parler quelques minutes. Et puis, je me suis farci aussi la lecture du dossier Le mystère Brigitte Macron dans la revue Faits et Documents. Donc, j'ai fait un rapide calcul. Il y a exactement 112 pages dans ce dossier qui arrive à la conclusion que, hors de quasiment tout doute, Brigitte Macron n'est pas Brigitte Macron, mais Jean-Michel Trogneux qui a fait sa transition de genre. Voilà. Mais tout ça, tout à coup, pouf, ça m'a donné une illumination hier. Parce que j'avais terminé mon diaporama à propos de la nourriture et de tout ce qu'on nous prépare au niveau nourriture artificielle, la viande artificielle, la mainmise des terres agricoles par BlackRock, etc. Bon, ben c'est prêt pour le mois de mai, mais j'avais vraiment envie de vous proposer ça, d'autant plus que cette affaire Jean-Michel Trogneux est en train de prendre une expansion extraordinaire aux États-Unis grâce à Candice Owens. Je me suis dit, autant surfer sur la vague et vous proposer d'essayer de comprendre toute cette affaire-là et d'essayer surtout de comprendre en quoi cette affaire Jean-Michel Trogneux est une question beaucoup plus grave qu'on ne l'imagine et qui nous concerne tous. Voilà. Donc, les questions auxquelles je vais essayer de répondre, c'est les réseaux pédocriminels, ça sert à quoi? Pourquoi il faut absolument s'y intéresser? Même si on n'a aucune tendance pédophile, même si on n'a pas d'enfants, etc. Pourquoi est-ce que nous devons nous intéresser en tant que citoyens parce que effectivement, pourquoi est-ce que ça nous concerne tous? Et j'espère vous en faire la démonstration. Alors, on est parti et je voudrais faire d'abord une petite introduction. Vous savez que j'adore l'étymologie et pour moi, cette crise Covid a montré l'exigence d'essayer de comprendre le sens des événements, parce que sinon on devient fou, quoi. Et d'ailleurs, ça fait partie des stratégies de manipulation des masses, c'est d'apporter des choses qui n'ont aucun sens, de telle sorte que ça met la population en sidération. Mais en fait, l'étymologie de comprendre, moi qui ai fait du latin, c'est cum prehendere, cum en latin, ça veut dire avec, ensemble, hein, c'est comme dans compagnon, hein, c'est celui avec qui on partage le pain. Et prehendere, ça veut dire prendre. Donc, c'est prendre ensemble. Donc, comprendre, c'est connecter les points, c'est faire des liens avec plein de choses qui apparemment n'ont absolument rien à voir. Et vous allez voir qu'en fait, ça a je dirais des liens beaucoup plus pertinents qu'on ne l'imagine. Et en fait, j'ai trouvé 14 points que l'on peut connecter les uns avec les autres et qui vont répondre à la question à quoi ça sert les réseaux pédocriminels. Donc, accrochez-vous, je ferai une synthèse à la fin parce qu'effectivement, il y a 14 points à examiner assez rapidement. Bon, d'abord, et en même temps, c'est mon histoire. Bon, j'ai été un petit peu
inspiré, Anthony, par la façon dont tu présente ton livre en racontant ton histoire et l'évolution. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire la même chose hein, pour honorer ta démarche. Et je me suis dit, bah tiens, comment est-ce que j'ai évolué par rapport à cette question des réseaux pédophiles, enfin pédocriminels? Eh bien, je dirais la première fois dans mon histoire que je me suis intéressé ou j'ai été interpellé par cette question, c'est à l'époque où j'avais entendu parler de pédophilie ou de pédérastie. Alors de nouveau, l'étymologie, hein, ça fait jamais de tort de se pencher là-dessus. Hein, donc, païs, ça veut dire l'enfant. Hein, le pédopsychiatre, c'est la même racine. Et philia, c'est comme dans philosophie, c'est aimer, hein, c'est l'amitié. Donc, un pédophile, pour moi, c'était quelqu'un qui aimait les enfants, mais je savais que les pédophiles avaient essayé d'avoir des relations sexuelles. Mais à l'époque, ma conception du pédophile, c'était, c'est quelqu'un qui est attiré par les enfants et qui donc c'est pas pour ça que j'acceptais ce phénomène, mais je me disais, ok, il y a des gens qui sont attirés par des adultes, moi j'ai jamais été attiré par les enfants, mais il y a des gens qui sont attirés par des gens beaucoup plus âgés qu'eux dans leurs relations intimes, et puis il y a des gens qui sont attirés par les enfants, c'est les pédophiles. Ce serait plus juste d'ailleurs de parler de pédéraste, puisque un pédéraste, c'est quelqu'un, ça vient de éros, hein, l'amour sexuel vis-à-vis d'un enfant. Bon, donc je dirais que jusque-là, je ne me suis pas trop intéressé à ça, puisque ça ne touchait pas, pensais-je, ma famille, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que à l'intérieur même de ma famille, ma cousine on a appris à un moment donné qu'elle avait été abusée sexuellement et violée par mon oncle. Mais effectivement, les familles dysfonctionnelles, je dirais, c'est quelque chose qui ne m'a pas encore trop préoccupé. Je voyais simplement la présence de violences verbales, de violences physiques, d'abus psychologiques, d'abus sexuels, d'inceste, de viol, etc. Et qui pouvait se terminer par le placement d'enfants. Mais voilà, je constatais qu'effectivement, il y avait des familles dysfonctionnelles où il y avait des abus sexuels entre parents et enfants ou entre frères et sœurs, etc. D'ailleurs, je dois dire que depuis que je suis au Québec, je me suis rendu compte qu'il y a eu énormément d'histoires d'inceste entre frères et sœurs, parce que, comme tu le sais, Amélie, enfin tu le sais mieux que moi, les familles québécoises étaient des familles où il y avait très régulièrement entre 12 et 14 enfants. Euh, et que donc les parents étaient complètement dépassés pour gérer les interactions entre les enfants les plus âgés et les enfants les plus jeunes. Bon, et j'ai entendu dans ma pratique professionnelle énormément de témoignages de gens qui étaient abusés par leurs frères, par leurs grands frères, ou par leur père, ou par le curé du village, etc. Enfin bref, donc j'ai eu pas mal d'histoires de cet ordre-là au Québec. Mais bon, voilà, c'était jusque-là, jusqu'au moment où j'ai découvert un auteur qui est Alice Miller, qui parle de pédagogie noire et dans plusieurs de ses livres, elle parle d'abus psychologiques et d'abus sexuels. Et ce que j'avais trouvé intéressant dans ce qu'elle disait, c'est qu'elle disait, en fait, dans ma pratique, disait-elle, 100% des pédophiles ont été eux-mêmes abusés sexuellement. Et elle rajoutait en disant, ça ne veut pas dire que si on a été abusé sexuellement, on devient nécessairement des abuseurs sexuels, mais par contre, je constate dans ma pratique que tous les abuseurs sexuels ont été abusés eux-mêmes, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se transmet d'une génération à l'autre. Donc, du coup, ça m'a fait voir aussi le phénomène de la pédophilie, point numéro un, et le phénomène des familles dysfonctionnelles avec un autre regard en disant finalement c'est une malédiction qui se transmet d'une famille à l'autre, mais en même temps, heureusement, il y a moyen d'arrêter cette chaîne infernale et cette transmission de génération en génération. Quatrième point que je voulais soumettre à votre, je dirais, à votre réflexion, mais qui fait partie des choses dans l'ordre dans lequel je l'ai découvert,
c'est qu'à un moment donné, j'ai entendu parler des prêtres pédophiles et là, je m'étais dit: «Bah, s'ils sont pédophiles, c'est que probablement, comme on leur interdit de se marier, comme on leur interdit d'avoir des relations sexuelles, avec, des femmes, bah, c'est plus facile de s'en prendre, à des petits enfants». Et en même temps, il y a moyen de mieux cacher ce genre de forfaiture. Mmh. À ce niveau-là, j'ai envie de vous renvoyer vers 2 films qui ont été faits, que j'ai vus et que je trouve, très, très beaux. Il y a d'abord, Spotlight, qui est, donc en fait, les 2 films dont je vais vous parler sont 2 films qui, sont basés sur les faits réels. Donc Spotlight, c'est, on suit, un journal, dans une ville des États-Unis. Alors, je ne me souviens plus si c'est Boston ou je pense que c'était Boston, où effectivement des journalistes indépendants commencent à se rendre compte qu'un certain nombre, il y a un réseau pédophile dans l'Église catholique et ils décident d'exposer cela avec tous les chantages, avec toutes les menaces, avec toutes les pressions que l'on fait sur eux pour que cette vérité n'éclate pas. Et on se rend compte que la hiérarchie de l'Église est au courant, mais veut absolument étouffer cette affaire. Il y a aussi un autre film plus récent, qui est un film français, qui s'appelle Grâce à Dieu. Et là, c'est un film qui prend plutôt le point de vue des victimes de prêtres pédophiles qui font toute une démarche, et c'est vraiment un parcours du combattant, pour essayer de faire reconnaître le fait qu'ils ont été victimes de prêtres pédophiles qu'on déplace d'une paroisse à l'autre lorsque ça commence à être un petit peu confrontant, ben simplement on les déplace à une autre paroisse et ils recommencent à abuser des enfants. Euh, mais comme vous allez le voir plus tard dans ma présentation, vous allez vous rendre compte que même les prêtres pédophiles euh, font partie je dirais, d'une démarche qui est à comprendre de façon beaucoup plus large. Mais en tout cas, ces 2 films sont des films très touchants et que je vous recommande de regarder si vous n'en avez pas eu l'occasion. Alors, bien entendu, dans les années 70, en 77 exactement, il y a eu en France, à la faveur de la libération sexuelle, et ça aussi on pourrait en parler longtemps, mais ça je ne vais pas en parler ce soir, il y a eu l'apologie de la pédophilie. Je rappelle quand même qu'en 77, dans les pages opinion du Monde, il y a d'abord eu une première lettre ouverte signée par 69 intellectuels français, parmi lesquels Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, Fanny Deleuze, Francis Ponge, Philippe Solers, Jacques Lang, Bernard Kouchner, Louis Aragon, André Glucksmann, François Châtelet, Michel Foucault, Alain Robbe-Grillet, Jacques Derrida et même François Dolto ont signé d'abord un premier texte en janvier 77 pour défendre 3 hommes qui étaient incarcérés pour abus sexuels sur mineurs de moins de 15 ans. Il y a eu 80 intellectuels qui ont signé 4 mois plus tard une autre page d'opinion pour demander carrément la décriminalisation des rapports sexuels entre adultes et enfants de moins de 15 ans. Ben, aujourd'hui, évidemment, il y a certains de ces signataires qui disent bon, c'était une grosse connerie ce qu'on a fait à cette époque-là, mais n'empêche qu'ils l'ont fait à cette époque-là. Entre autres, Jacques Lang vient de faire son mea culpa un peu tard parce que maintenant les choses deviennent un petit peu chaudes. Et c'est là où j'ai commencé à me dire mais est-ce que la pédophilie serait quelque chose qui est euh, quelque chose de beaucoup plus répandu et pas uniquement dans la sphère familiale ou dans la sphère du cours de catéchisme avec les curés ou les pensionnats gérés par des frères des écoles chrétiennes. Je rappelle que au Québec, il y a quand même eu énormément de scandales qui ont éclaté il y a une vingtaine d'années sur le fait que des enfants issus des communautés amérindiennes, enfin, on les appelle les communautés autochtones. Donc, tous ces enfants ont été arrachés à leur famille dans le plus jeune âge, ont été mis dans des immenses pensionnats d'écoles chrétiennes et ont été quasiment systématiquement
violé par ses frères catholiques. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs adultes qui ont maintenant 40-50 ans et qui racontent qu'ils ont été abusés et violés de façon répétée par ces frères des écoles chrétiennes à une époque où ces enfants étaient donc arrachés des communautés autochtones. Et là aussi, il y avait, je dirais, un objectif qui était extrêmement clair que vous allez découvrir petit à petit. Et évidemment, en tant que Belge, à l'époque, je vivais encore en Belgique, l'affaire Dutroux a éclaté et normalement, elle n'aurait pas dû éclater, c'est-à-dire qu'il y a des gendarmes qui ont trop bien fait une enquête vis-à-vis de la disparition de 2 jeunes filles. Ils avaient repéré une camionnette blanche qui avait emporté ces 2 jeunes filles et de fil en aiguille, ils sont arrivés jusqu'à la maison de Marc Dutroux. Euh, et, euh, et c'est là qu'ils ont découvert l'horreur. Donc ça a été un traumatisme national, cette affaire Dutroux, qui donc a eu lieu en 96. Et je vous donne juste 2-3 éléments qui, pour moi, ont vraiment éveillé je dirais des alertes dans mon esprit, parce que donc cette intervention de la gendarmerie date du 15 août 96 et un juge d'instruction et un procureur du roi ont été chargés de cette affaire, ont commencé à enquêter et Michel Bourlet, le procureur du roi, avait dit j'irai jusqu'au bout de cette affaire si on me laisse faire et si on me laisse aller jusqu'au bout de cette affaire. C'était intéressant parce qu'il a dit ça dès le début de cette enquête et à l'époque, on ne savait absolument pas à quoi on allait toucher. Bon, il se fait que assez rapidement, le juge Conroth a été dessaisi parce que lui, il était un des rares juges belges incorruptibles. Il a été remplacé par un autre juge d'instruction qui était Jacques Langlois. Et à partir du moment où ça a changé de juge, tout est parti en sucette. C'est-à-dire qu'il y a eu un tas d'enquêtes qui n'ont jamais été faites. Entre autres, on avait relevé des centaines de traces d'ADN différentes dans la cave de Dutroux. On n'a jamais enquêté pour savoir à qui appartenaient toutes ces traces d'ADN. Il y a une trentaine de témoins qui sont morts subitement avant de témoigner. Parfois, ils faisaient une crise cardiaque la veille de l'audience. Certains ont fait des accidents de voiture mortels parce que leur voiture avait été sabotée, etc. Donc, en fait, au total, sur toute cette affaire Dutroux, il y a 30 témoins qui sont morts dans des circonstances suspectes, on va dire ça comme ça. Bien entendu, comme ces témoins ont quand même parlé à certains journalistes, les rumeurs ont montré que ça remontait jusqu'au sommet de l'État, c'est-à-dire y compris la famille royale, y compris le primat de Belgique, c'est-à-dire Monseigneur Danneels. Bien entendu, ce genre de choses ne pouvait pas éclater, ce qui fait que les magistrats et on s'est rendu compte aussi que les magistrats étaient tenus par les couilles, ce qui fait que la thèse des réseaux pédocriminels a toujours été écartée et finalement on a fait croire à la population qui ne l'a pas cru que Marc Dutroux était un prédateur solitaire qui consommait des enfants pour sa consommation personnelle. Bon. Mais ça a quand même laissé un traumatisme énorme dans la population. Et je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment faire l'hypothèse que la pédophilie, ce n'était pas uniquement quelque chose qui se passait dans les familles ou dans les clergés ou dans les écoles chrétiennes. C'était vraiment, il y avait des réseaux où les clients de ces réseaux étaient des ministres, étaient des magistrats, étaient des familles royales, étaient des prélats de l'Église, etc. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais il faut que je m'intéresse davantage à cette question. Alors, un peu plus tard, nous avons l'affaire Epstein qui a éclaté beaucoup plus tard. J'ai acheté ce livre dont vous voyez la couverture, je l'ai lu. Et ce qui est intéressant à retenir de cette affaire, c'est que Epstein n'était pas
un entrepreneur, un auto-entrepreneur qui se dit bah tiens, je vais mettre en place un réseau de de pédophilie et je vais attirer les riches de ce monde pour leur offrir des services pour des mineurs. Non, 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 non. Epstein, et ça, les journalistes qui ont écrit le livre dont je vous ai montré la couverture, disent très clairement que Epstein était au service du Mossad et, oh pardon, j'ai mis CIA, c'est le FBI. Désolé, je me suis trompé dans mon, en tapant, parce que le Mossad et la CIA sont tellement liés très souvent que j'ai oublié, mais non, c'est le FBI. Epstein recevait jusqu'à 1 million de dollars US pour chaque client filmé. C'est-à-dire qu'en fait, tous les clients qui recouraient au service d'Epstein ne savaient pas que pendant qu'ils étaient en train de s'envoyer en l'air avec des jeunes filles mineures ou avec des jeunes garçons mineurs, eh bien, il était filmé sous toutes les coutures et bien entendu, tous ces gens, ces clients privilégiés qui étaient des politiciens, des milliardaires, des scientifiques internationaux, des stars du show business, etc., eh bien, dont vous avez quelques noms, hein, Clinton, Trump, Gates et des centaines d'autres, eh bien, tous ces gens-là étaient eux aussi tenus par les couilles. Parce que quand vous avez été filmé en train de forniquer avec des très jeunes enfants, qu'ils soient de sexe masculin ou féminin, et que on vous fait comprendre que ben, maintenant on a les moyens de vous faire chanter, ben, c'est clair que ça peut aider à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ça. C'est pour moi, il est très clair que Epstein était une des pièces du puzzle du génocide planétaire qui est en cours, qui est encore en cours actuellement, où on a des milliers d'assassins complices, des milliers d'assassins contraints et ou passifs, parce qu'ils ont des choses à se reprocher. Alors, je ne dis pas que tous les complices de ce génocide sont des pédocriminels avérés qui étaient clients d'Epstein, parce qu'il y a moyen de corrompre aussi les politiciens, etc. autrement. Je rappelle quand même qu'il y a des milliards de dollars qui ont été investis par Gates et par Rockefeller pour acheter un certain nombre de politiciens, pour acheter un certain nombre de journalistes, etc. Donc, en fait, il y a eu énormément d'argent qui a été dépensé aussi avant 2020 pour faire taire tous ces gens-là. Mais les gens qui sont au sommet de la hiérarchie, eux, ils sont tenus par les couilles au sens propre comme au sens figuré. Et donc, c'est intéressant de voir que effectivement, Epstein a rendu un énorme service à la mise en place de ce génocide planétaire. Parce que sinon, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gens qui, à un moment donné, auraient dit non, on s'arrête là. On ne peut pas continuer à assassiner les vieux dans les EHPAD et des choses comme ça ou dans les CHSLD, c'est pas possible. Sauf que ces gens-là, ils jouent leur vie, ils jouent leur réputation, ils ont baisé avec des mineurs et ils ne peuvent plus faire marche arrière, donc ils vont aller jusqu'au bout du plan. Ça, c'est le huitième point. Alors, je fais un petit retour en arrière dans le temps, mais ça fait partie de l'ordre dans lequel j'ai découvert les choses. C'est-à-dire que c'est grâce au Covid que j'ai commencé à m'intéresser de façon plus proche euh, euh, d'Alfred Kinsey. Donc Alfred Kinsey, qui est l'auteur du rapport sur les comportements sexuels chez les humains mâles, qui date de 1948, et le rapport qu'il a sorti en 1953 sur le comportement sexuel chez les humains femelles. Et Alfred Kinsey, jusqu'au moment du Covid, moi je pensais que ça avait été un bienfaiteur de l'humanité, qu'il avait libéré l'humanité d'un certain nombre de tabous et qu'il avait permis l'avancement de notre rapport à la sexualité, d'avoir une sexualité plus saine, plus consciente, etc., etc. Ça, c'est ce que je pensais jusqu'au moment de la crise Covid. Et évidemment,
maintenant, je n'ai pas du tout la même vision des choses. Alors, je vous ai juste pris un petit extrait de sa biographie. Kinsey et son épouse vivaient en couple de manière non exclusive. Kinsey étant adepte des pratiques sexuelles hors cadre conjugal. Kinsey eut une relation homosexuelle suivie avec son jardinier, pourquoi pas. Kinsey a témoigné qu'il s'insérait des objets dans l'urètre, des pailles, des cure-pipes, des crayons et même une brosse à dents, et cela pour, disait-il, se punir de ses penchants homosexuels. Vous voyez un peu le détraqué que ce bonhomme était. Il décida également de se circoncire sans anesthésie, voilà, toujours pour se punir. Kinsey avait des pratiques masturbatoires masochistes et il affectionnait de se masturber devant ses collègues. Très bien. Je rappelle que Kinsey a été financé par Rockefeller aussi. Autre pratique, il s'attachait une corde autour des bourses pour la tirer ensuite d'un coup sec. Il mourut le 25 août 56 à 62 ans, officiellement d'une maladie de cœur et d'une pneumonie. Officieusement, ces pratiques masturbatoires extrêmes auraient provoqué une orchite qui, non soignée, serait devenue fatale. Voilà, ça c'est notre ami Kinsey, et il a recruté un certain nombre de prisonniers pour ses études de la sexualité masculine et féminine, et il a aussi été chercher des enfants dans des orphelinats où il a demandé à des pédophiles de violer ces enfants venant d'orphelinats ou de l'assistance publique pour prouver que les enfants avaient une vie sexuelle dès la naissance. Donc ça, c'était un de ses buts. Et on a d'ailleurs un des tableaux sur les orgasmes multiples chez les garçons préadolescents. Et je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en fait, l'enfant le plus jeune qui a fait l'objet de cette expérience pédophile, des pédocriminels, c'est un enfant de 5 mois. Chez qui on a compté 3 orgasmes. Mais bon, quand on sait que Kinsey considérait que les pleurs ou les cris d'un enfant étaient un orgasme, alors que c'était évidemment de la douleur ou de la souffrance, on peut douter évidemment je dirais vraiment de la pertinence d'une étude comme celle-là. Souligné en rouge, vous avez un enfant de 4 ans qui a été examiné pendant 24 heures d'affilée et qui a eu 26 orgasmes. Ça veut dire qu'il a eu 26 fois des douleurs absolument intolérables qui l'ont fait hurler, etc., etc. C'est ça, et je rappelle que c'est sur ça qu'est basé aujourd'hui les programmes sexuels de l'OMS. C'est en particulier les rapports Kinsey. Et donc, je voudrais rendre hommage quand même à Judith Reisman, qui est une docteure en sciences qui s'est penchée sur le cas de Kinsey. Elle a écrit entre autres Crimes and Consequences, et c'est vraiment elle qui a, je dirais, dénoncé de la façon la plus virulente l'imposture des travaux de Kinsey. Voilà. Vous allez voir comment je vais connecter tous les points, mais je pense que vous commencez à comprendre où j'en viens. Alors évidemment, je ne peux pas faire l'impasse sur le travail d'Ariane Billeran sur l'imposture des droits sexuels, qui est un de ses livres récents. Mais je rappelle que Ariane travaille sur cette question depuis 2017. Donc ça fait maintenant 7 ans qu'elle dénonce cette dérive et ce projet de l'Organisation des Nations Unies via l'OMS pour imposer des programmes d'éducation à la sexualité chez les enfants de très bas âge. On en a déjà parlé, donc je ne m'appesantis pas là-dessus, mais je pense que c'est important de le rappeler et je vous conseille vraiment de lire aussi ce livre. Il est très très bien fait parce que en fait, elle prend le texte tel quel de l'OMS et elle le décortique paragraphe par paragraphe et elle fait la démonstration que cette imposition ou cet essai d'imposition dans le milieu scolaire de l'éducation à la sexualité est une porte ouverte, dit-elle, à la pédophilie et à la décriminalisation de la pédophilie. C'est extrêmement clair et je reviendrai là-dessus plus tard. Et évidemment,
quand on parle d'abus sexuels, etc., je ne peux pas m'empêcher de faire allusion à ce livre que je vous ai montré à l'écran tout à l'heure, donc de MK Ultra, qui est ce fameux programme de contrôle mental, de manipulation mentale et d'abus rituels mis en place au départ. Ça ne s'appelait pas MK Ultra, mais ça a démarré avec l'Institut Tavistock dans les années 20, mais c'est un programme de la CIA après les années 40, après la Deuxième Guerre mondiale, et les programmes MK Ultra étaient des programmes, et je vais vous en parler quelques instants, c'était des programmes qui fonctionnaient d'une certaine façon, et j'ai essayé de faire un schéma pour essayer de vous faire comprendre c'est quoi MK Ultra. Alors MK, c'est Mind Control. Alors évidemment, ceux qui connaissent l'anglais, vous allez vous dire pourquoi c'est pas MC Ultra, hein, parce que Control en anglais c'est avec un C, c'est pas avec un K, mais c'est en fait un hommage aux travaux qui avaient été faits par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale, où déjà les nazis voyaient comment on pouvait amener des êtres humains jusqu'à la limite de la souffrance, jusqu'à la limite de la tolérance avant de mourir. Et comme on le sait avec l'opération Paperclip, les États-Unis ont récupéré une bonne partie des scientifiques nazis pour les engager au niveau de la NASA, au niveau de la fabrication de l'arme nucléaire et au niveau de la CIA. Donc, je dirais que ça, ce n'est même plus des propos complotistes, ce sont des vérités maintenant tout à fait avérées. Il n'y a pas que les États-Unis qui ont récupéré les scientifiques nazis, hein. Il y a aussi l'URSS, bien entendu, mais il y a eu aussi, en moindre mesure, l'Angleterre et la France. Donc, en fait, contrairement à ce qu'on croit, il y a très, très, très peu de nazis qui ont été punis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein. Il y en a c'était combien? 12, je crois, ou 14. Donc, c'était vraiment, ils ont été pendus sur la place publique. Et comme ça, on a satisfait le bon peuple. Mais pendant ce temps-là, c'était des milliers de scientifiques qui ont été exfiltrés vers les États-Unis, la Russie, l'Angleterre et la France pour continuer, pour les inviter à continuer toutes les saloperies qu'ils ont faites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, une des grandes conséquences des programmes MK Ultra, c'est de créer des troubles dissociatifs d'identité, donc des TDI. Hein, donc, ça ne veut pas dire des voitures turbo-diesel à injection, hein, parce que il y a une époque où les voitures TDI étaient très à la mode, et je rêvais à un moment donné d'avoir des TDI, mais bon, là, c'est troubles dissociatifs d'identité. Et comment ça se passe? Et donc, ça, c'est dans le programme Ultra, de MK Ultra. Eh bien, on va prendre des enfants la plupart du temps, mais on peut le faire aussi avec des adultes, mais ça marche mieux avec des enfants. On va torturer, on va violer, on va les abuser sexuellement, on va faire des rituels sataniques, etc. Je ne rentre pas dans les détails pour les âmes sensibles, mais ce que je lis dans le bouquin dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est horrible. Il faut vraiment, en tout cas, je veille chaque fois que je prends ce livre en main, d'abord m'ancrer dans mon cœur et de me m'ancrer dans la terre et dans la bienveillance, parce que sinon je ferai des cauchemars en lisant ça. Mais en même temps, c'est important que certains d'entre nous soient conscients de cela. Donc, je vous fais une version soft des programmes MK Ultra. À partir de là, ça crée tous ces rituels de torture répétés, de viol, d'abus sexuels, de rituels sataniques, etc. Ça crée une effraction dans la psyché de l'enfant, et l'enfant va se défendre en fragmentant son identité. C'est-à-dire qu'en fait, il va créer des identités différentes justement pour pouvoir survivre et pour pouvoir se dissocier et pour, à la limite, ne plus être conscient. Une fois que cette torture se termine, il va rebasculer dans son identité normale, je dirais. Donc, en fait, vous avez des identités qui sont fracturées, et puis vous avez une identité qui est l'identité
fonctionnel, je dirais. Et ce qui fait que des personnes qui ont vécu des programmes MK Ultra, et il y en a qui heureusement échappent à un moment donné à ce régime plusieurs années plus tard, témoignent du fait qu'ils ont une de leurs personnalités qui est restée fonctionnelle, qui pouvait même avoir des responsabilités dans les entreprises, etc. Mais on pouvait programmer leurs différentes personnalités altères, hein, c'est comme ça qu'on altère en latin, ça veut dire autre. Donc, chaque personnalité altère peut être programmée d'une certaine façon avec des sons, avec des images, avec des phrases. Donc, si vous voulez, c'est un code pour faire basculer la personne dans telle personnalité. Et chaque personnalité va être programmée pour une tâche et une mission bien particulière. Ça peut être devenir esclave sexuel d'un président de la République, par exemple. C'est très courant aux États-Unis, entre autres. Ça peut être tueur à gages, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va programmer la personne pour qu'il aille perpétrer ou elle aille perpétrer un meurtre. Et lorsqu'elle revient dans l'autre personnalité, il n'a ou elle n'a aucun souvenir de ce qu'il vient de faire parce que il était dans une autre personnalité et il y a vraiment un mur mnésique entre les différentes personnalités, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font d'une personnalité à l'autre, mais on peut les programmer. Donc il y a des gens qui subissent les programmes MK Ultra qui ont 6 ou 7 personnalités différentes, programmables chaque fois pour une mission différente. Jean-Jacques, est-ce que ça vaut aussi pour les superstars comme j'ai Oui, Britney Spears en tête oui, qui semble avoir absolument, des multiples absolument. personnalités étranges? Absolument. Britney Spears et d'autres stars, effectivement, sont totalement, Madonna aussi, enfin bon, ce sont des gens qui sont totalement dans le trouble Programmé. dissociatif d'identité et qui sont complètement contrôlables et donc qui sont contrôlés parce qu'évidemment, si on les programme, c'est pour qu'il y ait un contrôleur. Donc, il y a toujours des contrôleurs. Et on peut même programmer quelqu'un en lui donnant les clés de contrôle et en lui disant, bah, écoute, amuse-toi avec lui ou avec elle, et je te donne le code pour le mettre dans le mode esclave sexuel, dans le mode, etc., etc. Bien. Ah oui, on les programme aussi pour retenir euh, des codes secrets ou des messages secrets. C'est-à-dire que certaines personnes sont des porteurs de messages secrets d'une ambassade à l'autre, par exemple, et, euh, et vous avez une clé. C'est vraiment comme un mot de passe sur un document PDF. Et quand la personne arrive, eh bien, avec le mot de passe, la personne est capable de restituer toute l'information hyper confidentielle d'une ambassade à l'autre. Voilà, c'est ça MK Ultra. Alors, bien entendu, quand on est sous le contrôle d'un contrôleur, eh bien, on devient l'exécuteur de la mission pour laquelle on a été programmé ou les missions pour lesquelles on a été programmé. Alors, retenez bien ça parce que vous allez voir comment je vais arriver à l'histoire Jean-Michel Trogneux. Et vous allez comprendre maintenant à quoi ça sert les réseaux pédocriminels. Parce que dans cette affaire Jean-Michel Trogneux, je dirais, qui est détaillée donc sur plus de 100 pages dans Faits et documents, je dirais, moi, je m'en fous à la limite que Brigitte Macron soit Jean-Michel, soit un transgenre ou soit une femme, etc. Je m'en fous. Il y a quelque chose que personne ne semble relever dans les médias mainstream, c'est que entre Emmanuel Macron et lui ou elle, il y avait 24 ans de différence d'après je dirais le narratif officiel. Et si Brigitte Macron est Jean-Michel, comme Jean-Michel avait 8 ans de plus que la date de naissance officielle de Brigitte Macron, ça ferait 32 ans de différence. Or, je rappelle que cette histoire sexuelle a commencé à l'âge de 14 ans. Donc, 14 ans et plus 24, donc ça fait 38 ans, ou 14 ans plus 32, ça fait 46 ans.
46. Clairement, c'est un viol sur mineur. Et comme le dit Xavier Poussard dans son dossier, ça vaut 20 ans de prison, viol sur mineur, auquel on rajoute 10 ans de prison parce que c'est un viol en position d'autorité dans le monde de l'enseignement. Je ne savais pas qu'en France, quand un enseignant abuse d'un mineur sur le plan sexuel, il se prend non seulement 20 ans, mais 10 ans de plus. Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucun journaliste qui s'est ému du fait que cette histoire est une histoire pédophile? Eh oui. J'en ai rien à foutre que Brigitte Macron soit un homme transgenre ou une femme. Là, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et ça, il le démontre dans les 6 premiers numéros, c'est que la biographie de Brigitte Macron et la biographie d'Emmanuel Macron est en permanence modifiée. C'est-à-dire que d'une biographie autorisée à l'autre, elles ne sont jamais les mêmes. Les dates changent, les dates de naissance changent. En fait, il y a plein de choses qui changent. Vous voyez? Bon. Donc, je dirais que déjà là, on a des sacrés soupçons du fait qu'il nous cache des choses. Mais la question qu'on peut se poser, et ça c'est la question que moi je me pose après, pendant que je suis en train de lire ce livre, c'est est-ce que Jean-Michel Brigitte ne serait pas le contrôleur d'Emmanuel Macron? C'est-à-dire que Emmanuel Macron aurait probablement été l'objet d'un programme MKUltra très jeune. Et quand on entend le diagnostic des psychiatres italiens, je dirais, et maintenant à la lumière de ce que j'ai lu, je me dis, en fait, Emmanuel Macron a probablement été programmé très jeune pour être contrôlé, pour accomplir la mission qui est celle de détruire la France et de détruire la population française. Mais pour qu'il accomplisse sa mission, il faut un contrôleur. Et ce contrôleur, ça pourrait être Jean-Michel, Brigitte, rien à foutre que ce soit Jean-Michel ou Brigitte, mais qu'il y ait un contrôleur, ça me paraît une piste intéressante à creuser. Je rappelle quand même que les ministres ont ont très souvent témoigné du fait que Brigitte est tout le temps présente dans les conseils de ministres et dans les réunions, etc. Et en disant finalement, Emmanuel en permanence réfère à Brigitte. Est-ce que Brigitte ne serait pas le contrôleur de Emmanuel? Et si c'est le cas, est-ce que le couple Brigitte-Emmanuel ou Jean-Michel-Emmanuel ne serait pas lui-même contrôlé par la hiérarchie qui a mis en place ce contrat MK-Ultra? Et c'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes coincés et ils n'ont pas d'autre choix d'accomplir la mission qu'on leur a confiée, c'est-à-dire de détruire la France. Ouais. Je pose la question, mais il y a quand même un faisceau d'indices que je trouve assez troublant. Alors, heureusement, nous avons quand même les défenseurs de la vérité. Et donc, tout ce que je vous ai dit et les 112 pages de dossiers ont été superbement démolis par Rudi Reichstadt et Tristan Mendes France. Je dois dire que là, pour une fois, je suis obligé de leur rendre hommage sur leur sagacité, sur la profondeur des arguments. Là, vous allez vraiment entendre, c'est vraiment un modèle de contre-argumentation extrêmement intelligent. Alors, je vais vous passer un extrait d'une émission qu'ils ont faite il y a quelques jours de cela, mais je vais quand même vous donner une grille de lecture parce que l'argumentation de Tristan Mendes France est tellement subtile que je suis obligé de vous aider pour que vous compreniez ce que Tristan essaye de nous faire passer, mais je sais que c'est quand même assez complexe parce que bon, il remet quand même en question 112 pages de dossier, c'est quand même pas rien. Voilà. Donc, pour vous aider, chaque fois que vous allez entendre ceci, vous l'avez entendu?
Oui. Donc, en fait, à chaque fois, il va nous parler de complosphère, de complotistes, etc. Mais chaque fois que vous allez entendre ceci, voilà, là, il va nous parler d'extrême droite. Bien. Et donc, on va écouter comment il se débrouille en 4 minutes pour placer un certain nombre d'arguments qui me paraissent tout à fait intéressants à entendre. Alors, on y va pour 4 minutes. Sur ses pires souvenirs en tant que président, a évoqué la blessure causée par la fake news selon laquelle Brigitte, son épouse, serait en fait un homme nommé Jean-Michel Trogneux, et il a dénoncé des scénarios montés toutes pièces par des gens qui finissent par y croire. La réaction de la préfecture ne s'est pas faite attendre, avec notamment Black Pan TV qui estime que Macron a avoué que Brigitte était un homme, et surtout, Tristan, il y a eu un rebond de cette affaire dans la préfecture américaine, un rebond un peu inattendu. Oui, ça c'est absolument spectaculaire. Donc cette histoire traîne depuis depuis 1 an, 2 ans maintenant. Fin 2021, ça apparaît. Ouais. Donc, oui, et qui est vraiment poussé par la frange la plus radicale de la complosphère d'extrême droite, essentiellement. On connaît son parcours, on sait quels sont les médias d'extrême droite qui l'ont propulsé. Et donc, ce qui est absolument sidérant et vertigineux, c'est qu'il y a quelques jours, c'était hier ou avant-hier, il y a une véritable star de la complosphère extrême droite américaine qui s'appelle Candace Owens, qui elle-même a repris des éléments ou des argumentaires ou des pseudo-argumentaires de ce feuillet d'extrême droite qui est fait document pour les révéler à l'opinion publique américaine, effectivement, le fait qu'on nous aurait menti depuis toutes ces années et que la femme de Macron serait effectivement un homme. Alors, ce qui est vertigineux là-dedans, c'est que d'abord, cette star américaine, on peut véritablement parler de star, elle a plus de 4,8 millions sur X, 3 millions d'abonnés sur YouTube, elle est sur des médias, Daily Wire, d'autres médias qui sont des canons à propulsion virale de contenu complotiste. Et évidemment, elle réactive de façon folle ces théories complotistes qui, encore une fois, restaient quand même sur une certaine marginalité assez radicale de la complosphère. Et évidemment, il y a une véritable synergie entre la complosphère américaine et européenne, parce qu'évidemment, le fait qu'elle-même le reprenne a totalement électrisé la complosphère française, qui va s'appuyer évidemment sur la crédibilité d'audience qu'elle peut avoir, la superficie de visibilité qu'elle peut avoir. Et puis, il n'y a pas de doute sur le fait que ce qu'elle vient d'allumer, elle-même, elle considère que c'est l'affaire du siècle. Elle considère que c'est vraiment c'est le scandale. C'est le scandale. Qu'elle parie sa réputation professionnelle sur cette affaire. Sur cette affaire. Et il se trouve qu'elle est intriquée dans tout ce maillage de la complosphère américaine qui va de Tucker Carlson, qui est aussi un canon à audience absolument spectaculaire, qui vont peut-être reprendre, ou d'autres vont probablement reprendre, les Alex Jones et autres, vont relayer, redonner du souffle à quelque chose encore qui devait être super marginal. Tu dirais que c'est la première fois qu'une affaire un peu franco-française prend une dimension mondiale aussi importante, parce que là c'est vraiment un phénomène de mondialisation en fait du complotisme. À ce point-là, j'ai peu d'exemples. Alors effectivement, on a la trajectoire inverse, classique, le grand passage de la QAnon-sphère qui a été importé en Europe. Là, on a effectivement ce délirium transphobie. Notre produit d'exportation, cocorico. C'est une rumeur dégueulasse. Savoir-faire. Alors, la dangerosité de ce moment et de ce contexte, effectivement, de cette reprise américaine, est inquiétante. Virale qu'il peut avoir, parce qu'il y a de nombreuses communautés qui peuvent être intéressées par cette histoire. Donc évidemment toute la trombosphère, il y a la QAnon-sphère, parce que là aussi ça qui passe en lien avec la première, passe en lien avec la première évidemment, mais on a aussi évidemment toute la sphère internationale qui les extrêmes droites dans les pays occidentaux. Les discours de Poutine lui-même font écho à ces obsessions de pédocriminalité, de wokisme, de transgenrisme, etc. Donc, et donc il y a vraiment très peu de doute que, effectivement, tout cet univers pro-Poutine va, notamment depuis qu'il y a une sorte de confrontation un peu Macron-Poutine qui semble faire surface, en tout cas dans cette théâtralisation de ces conflictualités, eh bien, il y a peu de doute que ça va être également utilisé, instrumentalisé par toutes ces différentes communautés. Donc ça fait du monde qui peut trouver intérêt à essayer de surfer sur ce moment complotiste. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler et que les potentialités sont assez folles. Alors,
vous voyez la profondeur des arguments quand même. Hein. Donc, je vais résumer parce que je pense que vous n'avez pas tout à fait bien compris. Alors, non, mais L'argumentaire est implacable, je ah oui, dirais. mais l'argumentaire est tout à fait Mais c'est à se demander si ces défenseurs de la matrice sont pas eux-mêmes sous MK Ultra. Ils sont peut-être contrôlés, hein, faudrait voir. Alors, je fais un résumé très rapide, Oui. hein, comme ça tout le monde a le résumé, parce que 4 minutes, c'est quand même très long et c'est très dense. Hein, Et encore, t'as pas été jusqu'au moment où il parle de Chloé Framery, la complotiste. Oui, bien sûr. Ah oui. Oui. Ah ben, et de Silvano Trota aussi. On parle plus tard. Mais donc, voilà. Dans la complétaire alors, on y va. On va faire le comptage. Oui, ça, c'est absolument spectaculaire. En 4 minutes. Traîne depuis quoi, 1 an, 2 ans maintenant. Fin 2021, ça apparaît. Oui, et qui est vraiment poussé par la fronde la plus radicale de la complosphère d'extrême droite, essentiellement d'extrême droite, qui l'ont propulsé de la complosphère d'extrême droite américaine, qui s'appelle Candace Owens, qui est d'extrême droite, qui est, fait des documents pour pousser, révéler le complotiste. Et évidemment, elle brille le complotiste qui est encore une fois resté quand même sur une certaine marginalité de la complosphère. Et évidemment, c'est pas la complosphère américaine et européenne, parce qu'évidemment, le fait qu'elle-même reprenne la complosphère française, qui va s'appuyer évidemment sur la complosphère américaine, qui va de Tucker Carlson, qui est aussi un à ce point-là, j'ai peu d'exemples de la QAnon-sphère qui a été importée de la complosphère. Il y a la QAnon-sphère, parce que là aussi, ça a une sphère internationale qui l'extrême droite dans les pays occidentaux. Le discours de Poutine lui-même, complotiste. Donc je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler et que les potentialités sont assez folles. Voilà. La QAnon-sphère, wow. La QAnon-sphère et la poutinosphère. C'est quand même un peu triché, Jean-Jacques, quand même, parce que tu as mis la QAnon-sphère, la poutinosphère et la tromposphère dans la catégorie complotiste. Hein. Oui, d'accord. Okay, d'accord, c'est vrai. J'ai été un petit peu méchant avec lui. Mais voilà, bon, mais j'en arrive à la conclusion en tout cas. Mais donc, vous avez peut-être et probablement mieux compris, puisque vous vous souvenez que je vous avais dit que comprendre, c'est connecter les points, hein, connect the dots. Donc, vous comprenez mieux à quoi ça sert les réseaux pédocriminels finalement. Donc, vous comprenez mieux pourquoi certains dirigeants politiques sont capables de détruire leur pays et de tuer leur population sans aucun remords. Indeed. Parce que s'ils ont été eux-mêmes détruits dès le plus jeune âge dans leur, je dirais, dans leur psyché, ils sont strictement incapables de la moindre compassion. Ces gens sont démolis et sont utilisés, sont instrumentalisés par les gens qui les ont programmés et qui les ont fragmentés. Vous comprenez aussi pourquoi les milliardaires n'ont aucun problème à s'enrichir en détruisant la planète et en tuant des populations entières, parce que eux aussi font partie de ces gens qui ont été sacrifiés dans ces rituels sataniques. Vous comprenez pourquoi il y a tant de complices silencieux de ce génocide. Hein, je ne vais pas revenir sur tout ça. Vous comprenez aussi pourquoi l'opposition n'existe plus et vote des lois liberticides. C'est parce que soit ils sont tenus par les couilles, soit parce qu'ils ont été achetés. Mais on peut mieux comprendre pourquoi le monde est en train de marcher sur la tête comme ils le font. Vous comprenez pourquoi les crimes restent impunis par une justice corrompue. J'avais posé la question à quelqu'un qui était proche du palais royal au moment de l'affaire Dutroux en disant mais est-ce que les juges sont juges parce qu'ils sont pédophiles ou est-ce qu'ils sont pédophiles parce qu'ils sont juges? Et le gars ne m'a pas répondu, mais il m'a dit vous avez en posant la question, je crois que vous avez compris pourquoi les juges ne vont jamais révéler les réseaux pédocriminels, parce qu'ils sont tenus effectivement. Et vous comprenez aussi pourquoi on prépare les enfants scolarisés au traitement MKUltra, parce qu'en fait, le programme de sexualisation dans les écoles, c'est les premiers pas des traitements MKUltra mis au point par la CIA pour en faire des futurs esclaves, parce que c'est, comme l'a dit très, très clairement Ariane Billeran et d'autres personnes, Amandine Lafargue, etc., c'est en présentant des images pornographiques à des enfants qui ne sont pas
capables d'insérer ça, d'intégrer ça dans leur réalité psychique, on est en train de les fragmenter. On est en train de faire une intrusion. Et donc, vous comprenez maintenant mieux cette histoire aussi des enfants autochtones au Québec qui ont été systématiquement violés et abusés sexuellement. C'est parce qu'il fallait les déraciner au niveau de leur culture. Il fallait vraiment faire en sorte qu'ils ne soient plus attachés à leur culture, parce que je rappelle que les Occidentaux ont volé la terre aux Autochtones, aux Amérindiens, enfin ce qu'on appelle les Amérindiens. C'est un terme péjoratif, donc je préfère parler d'Autochtones. Mais pour ne plus avoir de problème avec eux, eh bien, on a pris une génération entière qu'on a fragmentée de façon absolument abjecte. Et voilà. Donc, Jean-Jacques, je pense même les orphelins de Duplessis, c'était des cas de MK Ultra. Oui, ben, en fait, il y a eu des recherches à McGill, donc une des universités de Montréal, où ils ont été extrêmement actifs dans les recherches sur MK Ultra. Hein, donc, oui, absolument. Voilà ce que je vous avais préparé. Désolé, c'était un peu long, mais je trouvais que c'était important. Très intéressant. Moi, j'ai juste une question par rapport à Trump, parce que c'est vrai que j'ai entendu qu'il était dans... Enfin, j'ai vu, parce que j'ai consulté le carnet noir de Epstein, mais j'ai entendu qu'il n'était pas monté dans l'avion et qu'il n'avait pas été dans l'île. Alors, je ne sais pas si tu en sais plus, si le livre t'en dit plus. Oui, ben le livre en dit plus, parce que Trump, bon, on le sait, Trump a toujours été un coureur de jupons et adorait les jeunes filles très jeunes. J'ai vu des photos de Trump. Bon, alors ça veut rien dire, parce que je ne le vois pas en train je dirais de coucher avec ces jeunes filles, mais il y a quand même au minimum une complicité, parce que même lorsque Epstein a été arrêté la première fois en 2008, il y a plein de gens qui ont continué à avoir des relations avec Epstein quand il est sorti de prison en 2010, 2011, je crois. Et Trump en fait partie. Alors, quand ces gens disent non, je ne le connais pas, ou non, je le connais vaguement, etc., alors qu'il a été vu maintes et maintes fois avec le bonhomme, c'est au moins de la complicité passive. Maintenant, est-ce que Trump est coupable de pédophilie? Je n'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Merci, Jean-Jacques. Merci. Est-ce qu'Anthony, tu veux réagir aussi? Moi, tout ce que j'en dis, je connaissais déjà le travail d'Ariane Billeran et tous les sujets MK Ultra, Alfred Kinsey, tout ça, c'est un sujet que j'avais déjà parcouru, on va dire, qui est tout aussi écœurant que improbable au premier abord. Maintenant, cette histoire d'MK Ultra, effectivement, je vois de plus en plus une volonté de contrôle de la population. Je considère que pour ceux qui pensent diriger ce monde-là, ce monde matériel, on est un troupeau, on est du bétail. Je ne sais pas à quel point ils veulent nous mener à l'abattoir ou sur une autre parcelle que celle sur laquelle on est en train de brouter, mais je pense que vraiment, effectivement, ils n'ont pas d'empathie. Ces gens-là, ils sont complètement dénués de toute forme d'émotion pour la masse humaine. Et effectivement, aujourd'hui, ça passe par l'école, parce que on a des exemples flagrants. Moi aussi, j'ai pas lu ce livre énorme là sur l'MK Ultra, et je suis pas sûr d'être capable de le lire, parce que voilà, c'est dur, je pense. Mais je me mets en colère facilement, donc je vais pas lire ça. Mais on a plusieurs connaissances de cas MK Ultra, et aujourd'hui, je pense qu'effectivement, ce programme-là, qui ciblait que quelques personnages clés dans certaines affaires clés, est en train d'essayer de s'infuser gentiment, doucement, sur toute la population humaine, dans un but de contrôle, de meilleur contrôle, parce que on est des dingues, on est vraiment dans une volonté. Quand on regarde, moi, mon sujet, voilà, la pédocriminalité, je connais le sujet, mais j'en parle pas parce que c'est pas un sujet que j'ai vraiment creusé. Mais
Quand on regarde sur la technologie, en fait, aujourd'hui, on en est à vouloir connecter la 6G, on n'en a pas parlé, c'est l'Internet des corps, on en est à vouloir connecter l'humain à Internet, mais qui dit connexion de l'humain à Internet, dit connexion de l'Internet à l'humain, et donc influence, contrôle, pilotage, on en est là, quoi. Et aujourd'hui, cette histoire de dissociation, le TDI que tu citais sur les enfants à l'école avec ce programme de l'OMS, on est en plein dedans, quoi. Vraiment, il y a une volonté de casser l'identité, l'affirmation de la conscience. Et je pense que c'est pas con, parce qu'ils ont compris comment on fonctionne. Putain, moi, sur mon chemin de vie, je me suis mis une ligne à haute tension avec un AVC derrière, je me suis mis une électro-hypersensibilité avec un état de santé pourri, et je me suis mis une antenne relais dans une zone quasi blanche. Et ça m'a allumé. C'est ça mon déclencheur qui me fait prendre la parole et être auteur, conférencier. J'avais pas prévu ça initialement, mais j'ai été déclenché. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, en fait. On a des petits cailloux qui nous réveillent et qui nous font nous activer. Ils ont compris comment ça marche dans la tête d'un humain, dans la conscience humaine, et ils le font à grande échelle. C'est tout bonnement dégueulasse. Ouais. Il y a une petite chose que j'ai, enfin, c'est une petite chose que j'ai oublié de rementionner, c'est que j'ai écouté dernièrement les témoignages de plusieurs survivants, enfin survivantes plutôt, et ce qu'elles dénonçaient, c'est que la plupart des réseaux de protection de l'enfance sont des fournisseurs privilégiés des réseaux pédocriminels. Et c'est parfois des dizaines de bébés qui disparaissent du jour au lendemain, de ces bébés qui sont placés parce que soi-disant les parents ne sont pas capables ou ne sont pas dignes de s'occuper des bébés, et vous avez ces bébés qui partent pour toute une série de rituels sataniques, de meurtres d'enfants, de prélèvements d'organes, enfin tout ce que vous pouvez imaginer d'horrible, mais il y a la complicité donc de ces réseaux, que ce soit au Québec, la DPJ, hein, la Direction de la protection de la jeunesse, en France, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais ces réseaux. Comment? La PMI. Ah. La PMI, la protection, je ne sais plus quoi. Il y a aussi la zone sociale à l'enfance. Hein. Mais il y a des histoires d'horreur avec la DPJ. Là. Et j'avais été débunké un jour sur Antenne 2, enfin sur France 2, parce que j'avais dit dans une de mes conversations du lundi que les organismes de protection de l'enfance étaient des fournisseurs des réseaux pédophiles, des pédocriminels. J'ai retrouvé ça là-dedans, et en parlant récemment avec une survivante, j'ai eu la confirmation également que ce genre d'endroits ne sont absolument pas là pour protéger les enfants, ils sont là pour fournir les réseaux pédocriminels. Voilà.